bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence sur un nouveau thème. Alors, je crois que j'ai déjà travaillé sur la rupture amoureuse. Vous retrouverez cette conférence sur ma chaîne, d'ailleurs, YouTube. Donc, je vais reprendre un peu des éléments, mais je ne vais pas dire la même chose parce que je ne vais pas être redondante par rapport à cette thématique du deuil amoureux que j'ai déjà évoquée une fois, sur 1h30 d'ailleurs. Je vous rappelle que toutes les conférences sont sur ma chaîne YouTube. Vous faites Véronique Cône, vous trouvez ma chaîne et mon site. Voilà, où il y a aussi sur mon site des articles, des événements et tout. Et concernant le deuil amoureux, je vais reprendre le sujet. Mais là, je vais l'évoquer d'une manière un peu différente. C'est orienté sur comment faire le deuil plus rapidement. Et je vais plutôt parler du deuil amoureux, puisque je suis quand même sur le thème du couple, de la relation amoureuse, donc je vais un peu me suis spécifiée là-dessus. Voilà, je vais un peu me border sur le deuil amoureux, bien que ça peut aussi vous évoquer des pistes et des idées sur le deuil au sens plus large. Voilà. Donc comment faire un deuil plus rapidement parce que le deuil amoureux, ça peut être extrêmement douloureux. Un être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Ça peut être vraiment un cauchemar. Il y en a qui font des deuils. Alors normalement, et d'ailleurs j'ai regardé tout à l'heure cet après-midi, il y a vraiment, quand je n'ai pas le contrôle, il y a un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle. Très souvent, quand il y a un deuil qui vous écrase, en fait, ça peut être vraiment un cauchemar, comme ça, comme si vous partez un tsunami, comme si... et souvent, c'est en lien, cette perte de contrôle, avec le fait que vous aviez le sentiment, avant de maîtriser votre vie, dans ce couple-là, avec cette relation-là, et notamment avec des projets couples. Voilà. Plus vous étiez investi dans un projet construit et futur dans votre esprit, que vous aviez bâti un projet couple, plus ça va être compliqué de faire le deuil, justement, puisque d'un coup, tout s'arrête. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut être extrêmement déstructurant pour certaines personnes qui ont posé un sentiment de sécurité via la stratégie couple. Intensité, sécurité souvent, hein, puisque notre cerveau il est organisé pour la survie, et donc si vous déposez la sécurité au niveau de la stratégie du couple que vous avez formé avec quelqu'un, ou projeté avec quelqu'un, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes avec, vous pouvez vivre un deuil amoureux extrêmement compliqué avec quelqu'un pour qui vous avez investi 3, 4, 5 mois. Hein. Ça ne veut pas dire, c'est pas forcément parce que vous avez passé 10 ans avec, que d'un coup le deuil va être plus costaud. Hein. Les personnes qui projettent intensément une histoire avec quelqu'un et qui vont faire un deuil très lourd parce qu'il y a un investissement énorme. Voilà. Donc c'est un sentiment de perte de contrôle, ce deuil amoureux, et l'impression que tout s'écroule et que ce n'était pas prévu. Il y a une perte de repère et une zone d'effondrement qui peut être cauchemardesque, notamment si vous aviez déjà auparavant vécu des expériences douloureuses en termes d'attachement. Et puis ça va évidemment, pour ceux qui font des deuils un peu pathologiques, parce que juste, je regardais ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé aux États-Unis, l'université, je ne sais pas quoi, a interrogé 155 personnes sur leur façon de vivre leur rupture avec leur ex. Selon les résultats publiés, la durée moyenne du deuil amoureux est de 11 semaines. C'est récent, hein, cette enquête. Donc 11 semaines, c'est pas... Bon, ça va, c'est pas méchant, c'est gérable, quoi. 11 semaines, c'est un deuil normal, on va dire, un deuil amoureux normal. Les deuils pathologiques... 1 an, 2 ans, ça n'en finit pas. Voilà. Et vous ne fermez pas le chapitre. Ce que j'appelle un deuil amoureux pathologique, ça veut dire qu'il n'y a pas la clôture. Je ne boucle pas le chapitre, donc je ne peux pas ouvrir une nouvelle page de ma vie, étant donné que je n'ai pas bouclé l'ancienne. Et même si vous repartez sur un partenaire différent, vous êtes en comparaison avec l'autre, l'autre vient vous envahir, donc en fait, vous n'arrivez pas à fermer le chapitre. Voilà. Donc ça va être la question qu'on va se poser, hein, c'est comment clore et ouvrir un nouvel espace pour qu'il n'y ait pas écrit ici « do not disturb », c'est-à-dire énergétiquement, vous envoyez l'information « je ne suis pas disponible dans ma tête, je suis soi-disant disponible parce que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un d'autre, mais il y a écrit « do not disturb », je suis encore occupée avec l'ancien ou l'ancienne, d'accord ? Ça, c'est pas terrible.
et ça ne va pas vous aider à vous bâtir, quoi, à reconstruire quelque chose d'autre ailleurs. Donc avant de démarrer autre chose, il faut fermer une page. Et il y a un temps de deuil. Il y a quand même, alors on va en reparler, mais il y a des personnes qui escamotent le deuil, qui passent de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre pour éviter le deuil. C'est une manière de gérer l'affaire. Ça marche pas mal, hein, parce que c'est du remplacement, et puis hop, là, je passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, et je retrouve un sentiment amoureux. Comme ça, j'évite de faire le deuil de l'ancien. Voilà. Et en même temps, voilà, on peut en discuter. Moi, je n'ai pas d'avis moral là-dessus, mais il y a des stratégies qui sont plutôt gagnantes et d'autres qui sont moins gagnantes. C'est là ce qu'on appelle l'escamotage, un deuil escamoté. Voilà. Pourquoi pas, si ça vous aide et ça vous distrait, puisque vous avez focusé sur ce qu'on appelle l'ENR, hein, l'énergie de la nouvelle relation. Donc vous allez partir en mode je projette ma grande histoire d'amour nouvelle maintenant parce que l'herbe est plus verte ailleurs et que l'ex n'était pas terrible. Il était insatisfaisant, donc partons sur le nouveau ou la nouvelle. Et en même temps, vous ne faites pas de deuil. Donc tôt ou tard, vous serez rattrapé par cette affaire de la solitude, d'arrêter de vouloir toujours quêter le Graal en faisant de passer de l'un à l'autre. Bon, moi, j'ai aussi fait ça, hein, donc je savais, mais en fait, c'était l'affaire de la solitude qui était pas évidente. Hein, voilà. Donc, on va examiner les pistes, mais vous verrez que c'est un peu la suite de la rupture amoureuse, parce que là, je vais plutôt parler de qu'est-ce qui se passe quand on est dans un deuil difficile et comment faire le deuil plus rapidement. Voilà, c'est la question du jour. Quelles sont les pistes que vous pouvez trouver pour accélérer un peu ce processus de deuil, pour ouvrir un nouveau chapitre et pour pouvoir gérer les affres de la solitude qui peuvent devenir une solitude quiétude. Alors, il va y avoir des ruminations. Je vais tout de suite dans le sujet. Si vous êtes dans un deuil douloureux, vous allez être envahi. Et j'ai donné un atelier il y a 8-10 jours à Montpellier qui s'appelait Stopper la limérance. C'est un nouveau concept qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors la limérance, c'est les ruminations amoureuses. C'est-à-dire je suis envahie, obsédée par la personne, mon partenaire XY sur lequel j'ai projeté une love affaire. Et je peux, même s'il n'est plus dans ma vie, pour des raisons XY, eh ben, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas contrôler mes pensées, je rumine. Donc les ruminations, c'est un truc qui est connu notamment dans les états dépressifs. Hein, et on rumine plutôt quand on est dans le vide ou quand on est en train de faire une tâche un peu routinière et qu'on a de l'espace pour l'esprit hors du vide. Donc il va ruminer, c'est-à-dire il va tourner en boucle sur le sujet. Et là, vous allez avoir de manière incontrôlable, c'est ça la limérance, des pensées sur l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit, où il est, hein, et s'il était là, et s'il avait... Hein, et je passe dans tel endroit, ça me fait penser à lui, et je manque de lui ou je manque d'elle, et vous vous rappelez que les bons souvenirs, voilà, et donc vous passez votre temps sur la personne qui n'est pas là. Pendant ce temps-là, la vie passe, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, vous n'êtes pas disponible à ce qui se passe maintenant. Par contre, vous êtes dans votre tête, complètement envahi par le partenaire avec qui vous n'arrivez pas à faire un deuil. Et ça peut durer longtemps. Il y a des personnes, à la limérance, il y en a, ils sont envahis pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, voilà, et ça ne s'arrête jamais, quoi. Le truc qui ne s'arrête pas. C'est très malsain au bout d'un moment parce que il y a un sentiment de perdre le contrôle, de ne pas maîtriser sa vie, de ne pas être acteur, de ne pas pouvoir profiter aussi des bons moments avec d'autres personnes, puisque c'est un entêtement sur une personne. Vous avez compris que la limérance, c'est la projection d'une histoire d'amour avec cette personne-là unique qui nous est chère ou qui nous a été chère et que nul autre ne pourra remplacer. Voilà. Elle avait des qualités spéciales et vous en avez fait une référence, une idole. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même un état il y avait de l'idéalisation, il y avait un état de fascination sur certains points, un attachement un peu... non, plutôt par là. Voilà. Un attachement un peu excessif. Et le problème dans les deuils, je le redis, c'est que la mémoire nous joue des tours. Elle ne fait nous souvenir plutôt des bons moments que des mauvais moments.
ce qui ne va pas aider au deuil. Donc quand vous le savez, le cerveau fonctionne comme ça, c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça, c'est pas aidant. Pour surmonter un deuil rapidement, vous allez observer toutes les techniques, tous les trucs qui aident et facilitent à tourner une page. Et pas tout ce qui ne vous aide pas. Voilà. Vous allez observer de plus en plus ce qui m'aide, ce qui me facilite la tâche, ce qui ne facilite pas la tâche. Et ce qui ne vous facilite pas la tâche, c'est de garder en mémoire que les bons souvenirs. En mode, par exemple, sexualité épanouie. Ah oui, mais avec mes autres amants, puis comparaison en général, hein, et hop, vas-y que je compare. Mais avec les nouveaux, c'est beaucoup moins bien qu'avec l'autre, parce qu'avec l'autre, c'était tellement bien, c'était accordé. Alors, il y a l'histoire de l'accordage et de l'harmonie. Évidemment, il y a des points qui étaient harmonieux, parce que toute relation n'est ni noire ni blanche, c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des très bons moments avec certaines personnes, et il y a des points d'insatisfaction, d'accord ? Mais il y avait des très bons moments, sur lesquels vous étiez attachés, c'est pour ça que vous ne faites pas le deuil. Donc ces très bons moments, vous avez du mal à les lâcher en imaginant que nul autre pareil. Et des fois, c'est vraiment des détails, hein, plus. Hein. À tel endroit, dans tel détail, c'est plus un global. Hein. À tel endroit, cette personne, elle me faisait tellement bien l'amour, avec elle, c'est génial et tout. Bon, donc vous déléguez le pouvoir sur l'autre. À tel endroit, il m'écoutait, il ne me jugeait pas, il me respectait, il était attentionné. Ah, l'autre, c'est pas terrible. Voilà. Donc vous avez plutôt tendance, quand vous avez du mal à faire un deuil, à voir les côtés positifs de l'ex et à voir plutôt les défections du nouveau, s'il y en a un nouveau. Et sinon, vous êtes dans la solitude, mais vous n'êtes pas dans une solitude vous êtes dans une solitude subie, une solitude descendante, quoi, pente glissante. Vous n'êtes pas dans une solitude, vous êtes là, waouh, c'est trop bien. donc du coup, il y a le manque. Et je manque d'ici, et je manque de ça, et je manque de mi. Et le fait de ruminer comme ça ne va pas vous aider, parce que les ruminations, c'est l'hypnose, c'est pas une réflexion. C'est une hypnose sur des pensées qui sont délirantes un peu. C'est souvent faux, hein, les pensées que vous avez. Comment on fait pour stopper les ruminations? Alors, le PowerPoint, vous le retrouverez hein, sur... je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui le veulent. Eh bien, posez-vous la question, quand je rumine en me disant, est-ce que je manque de ceci, s'il avait été là, ça aurait été tellement mieux, je suis tellement triste qu'il soit déjà parti avec une autre, c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait, vous connaissez les pensées de rumination, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours à peu près du même ordre. Ça tourne toujours autour de qu'est-ce qu'il fait, et maintenant il est passé avec quelqu'un d'autre et il s'occupe plus de moi, il aurait dû, il n'aurait pas dû, et bref. Est-ce que quand vous réfléchissez à ce problème, est-ce que vous avez l'impression que vous avez trouvé une solution ou pas? Parce que si vous passez votre temps à ruminer et que vous sortez de là, ça ne vous a pas aidé, vous êtes dans les ruminations. Est-ce que vous y voyez plus clair? Est-ce que vous vous sentez soulagé d'avoir pensé à votre ex ou pas? Donc si vous répondez non, c'est que vous n'êtes pas en réflexion, en train de résoudre un problème. Vous êtes en train de ruminer et ça ne vous sert à rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on observe qu'on rumine? Comme une vache. Eh bien, on fait un pas de côté et on fait de son mieux, c'est-à-dire on se remet dans le réel, ici et maintenant, au lieu d'être dans le virtuel, hein, parce que c'est qu'un imaginaire. Hein. Le passé, il est mort, le mec ou la nana, il n'existe plus en fait. Hein. Vous le faites vivre dans votre imaginaire. Donc vous revenez là et vous mettez en place des petites actions, enfin des choses qui sont aidantes et facilitantes, qui vous remettent le nez dans le réel, plutôt que de continuer à ruminer. C'est-à-dire à partir dans votre imaginaire, en faisant vivre l'autre toujours et encore, qui probablement est passé à autre chose, ou on n'en sait rien, mais l'autre il n'est plus là, de toute façon il n'est plus là. Donc ça ne sert à rien d'y penser 107 ans, puisque de toute façon, je dis souvent, si vous aimez, il serait là. Donc la preuve, c'est qu'il n'est pas là. Ça, c'est la réalité. Donc on reste en contact avec la réalité, on ne délire pas en disant « Oui, mais si j'avais fait, si je ne m'étais pas comportée comme ça, il serait peut-être resté avec moi. » Parce que les deuils, c'est souvent ça. Hein. La première chose qu'on se dit si vous êtes largué, si vous faites larguer, c'est « Oui, mais j'étais insatisfaisant ou insatisfaisante pour lui. J'aurais dû faire des efforts pour m'adapter. C'est moi qui étais pénible. C'est moi qui l'a fait suer. C'est moi qui... » En général, on se blâme. Hein, et vas-y. Sauf que moi, je réponds toujours « Bon. » Écoutez, vous n'allez peut-être pas vous transformer en je ne sais pas quoi, hein, si vous êtes comme vous êtes. Est-ce que vous pouvez plutôt croire
que quelqu'un peut vous aimer pour qui vous êtes, plutôt que d'imaginer que vous auriez dû encore vous adapter et faire des efforts surdimensionnés pour garder votre ex qui, de toute façon, est parti. Parce que vous étiez trop insatisfaisante. Parce que si la personne vous trouve insatisfaisant et qu'il ne veut pas en démordre, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas lui taper dessus pour dire « mais regarde, je peux changer, regarde, je ne suis pas si nul que ça, regarde, je ne suis pas si insatisfaisant ». L'autre, il est bétonné en étant parti parce qu'il est persuadé que vous êtes insatisfaisant là, il vous fait des reproches. Il est persuadé, il est convaincu, donc ça c'est mort, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous énerver sur le fait que vous auriez pu changer, il aurait pu changer, on aurait pu changer. La preuve, il n'est plus là. Et il n'y a pas de signe qui revient, donc, et peut-être qu'il est déjà passé à l'autre d'ailleurs, ou pas. Mais quand quelqu'un est vraiment convaincu et a des idées arrêtées, qu'il n'est pas en souplesse par rapport à ses pensées, et pas en possibilité de changer, c'est pas la peine d'insister. Parce que vous êtes tout seul sur le bateau et vous faites du mal, vous massacrez, en mode j'aurais dû être différent, c'est moi qui ne suis pas adapté, je suis inadéquate, je ne fais pas l'amour comme il faut, je ne fais pas ça comme il faut, l'autre fait mieux, nana. Bon, alors là, vous êtes mort. C'est-à-dire, non seulement vous avez la douleur du deuil, mais en plus, il y a un problème de dévalorisation de soi, ce qui n'est pas du tout aidant. Ça, c'est comment se faire du mal en 10 leçons. Comment aggraver votre cas. Voilà. Donc, les ruminations autour de pourquoi il est parti, il n'aurait pas dû. Alors, je dis il, hein, mais vous passez, ça pourrait être elle, hein. Je ne vais pas tout dire, c'est il, elle. Pourquoi il serait parti, pourquoi il n'est pas là, et il aurait dû, et si ça avait pu, et si. Et, alors, avec des si on refait le monde, vous lâchez tout ça, et ça ne vous aide pas. En général, si ça vous aide, tant mieux, mais si ça ne vous aide pas, alors revenez, mettez en place autre chose. Ça veut dire que votre univers est dépeuplé de ressources. Un être me manque et tout est dépeuplé. Ça veut dire que votre univers n'est pas assez riche de ressources. Qu'est-ce qu'on appelle une ressource? Je le redis, c'est quelque chose. C'est des toutes petites choses en général qui vous font du bien, qui augmentent le bien-être, qui diminuent le stress. C'est souvent des petites choses. Donc remettez-vous en contact avec vos ressources plutôt, et c'est pas forcément le lien. Alors la ressource, c'est pas forcément il est parti, donc j'en trouve un autre ou une autre de suite, quoi. C'est tout de suite branché couple. En général, ça c'est aussi un problème que je vois particulièrement dans la majorité de ma patientèle. Il est parti, il m'a quitté ou je l'ai quitté parce que c'était une relation toxique. Il m'en faut une bonne personne, il m'en faut un autre. Ben, c'est bien, enfin, est-ce qu'il n'y a que le couple dans votre vie? C'est un peu pauvre comme réflexion. C'est bien gentil, mais si l'autre, s'il n'y a pas un couple tout de suite qui arrive là, au magasin, vous faites quoi? Vous êtes démunis, non? Donc la stratégie couple, c'est bien quand c'est là, mais il n'y a pas que ça sur Terre. Il va falloir commencer à élargir les options. Pourquoi? Parce que pour faire un deuil plus rapidement, il faut que votre cerveau soit en mesure d'imaginer que dans le futur, vous avez des options A, B, C. C'est-à-dire soit une affaire de couple potentielle, mais pour l'instant, vous êtes déjà en difficulté de faire un deuil. Donc il n'y a peut-être pas quelqu'un qui se pointe direct au magasin en disant « ça y est, c'est moi, c'est la bonne personne, je suis le prince charmant ». Bon, peut-être pas ça tout de suite. Et élargir les options, ça veut dire, ça peut être la stratégie du couple qui va vous rendre heureux, mais ça peut être d'autres stratégies. Il y a d'autres stratégies pour se rendre heureux dans la vie quand même, hein. Donc il va falloir élargir, parce que quand votre cerveau sait qu'il peut faire face, eh ben, il va tout de suite mieux. C'est-à-dire que ça donne de la sécurité dans l'instant. À l'idée que demain, bon, le projet couple avec lui effondré, ou avec elle, mais qu'est-ce qui va me rendre heureux? Ben, il y aura ça, et il y aura ça, et il y aura ça, et il y aura ça. Et ben, du coup, ça va tout de suite mieux maintenant, quand j'imagine un futur ouvert, avec des options, que quand j'imagine qu'il est perdu, et il me manque, ou elle me manque, et tout est bouché dans mon futur. Il n'y a rien d'autre, ça va être complètement nul, j'ai perdu son amour, ça y est, c'est la fin du petit cheval, et plus rien ne compte. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça c'est la théorie, hein. Donc un deuil, ça prend du temps. 11 semaines, voire 1 an max. Pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça c'est trop. Mais ça prend quand même du temps. C'est-à-dire que vous allez devoir passer dans les étapes du deuil classiques. Revisiter la conf sur les ruptures amoureuses, les 4 étapes du deuil. Je vous les rappelle en 2 minutes. Hein, le déni, le choc. J'apprends qu'il se barre avec une autre. Bon, le choc, je ne m'en remets pas. Après, il y a donc la stupeur, le choc, l'effondrement, la zone d'effondrement. Donc ça, c'est des moments raides, hein. Et vous ne pouvez pas y échapper. Hein. C'est ça tombe, les sables mouvants. Parce que perte de repère. Et puis ensuite, vous avez la colère. Et puis vous aurez la tristesse. Et puis la colère, le marchandage. Et puis ça se terminera par le cadeau.
C'est la morale de cette histoire fait que j'ai piqué des trucs sur moi surtout et sur la vie. Mais ça dure. Voilà. Ça, c'est les étapes du deuil. Vous devez les traverser. Et c'est comme ça pour tout le monde. Mais néanmoins, là, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui facilite et qu'est-ce qui aggrave votre cas. Donc, ce qui aggrave votre cas, c'est les ruminations. Je continue. Cette histoire d'impuissance, parce qu'il va y avoir, en général, ce qui n'aide pas, c'est le sentiment d'impuissance, qui se rejoue parce qu'il y a déjà eu des expériences traumatiques avant affectives. Il y a souvent ceux qui ont des deuils très longs, amoureux, c'est qu'il y a déjà eu des histoires psycho-affectives dans leur enfance difficiles, avec souvent un schéma abandon ou manque affectif, tout ce qui est en lien avec la sécurité de l'attachement. Eux, ils font des deuils amoureux plus longs. Les autres, ils passent mieux, ils surfent mieux sur la vague, ceux qui n'ont pas eu ça. Ils ont d'autres problèmes, mais ils ont moins ça. Il ne faut pas tout avoir dans la vie. Bon, voilà. Et ben, ceux qui font des deuils très très longs, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont des problématiques à l'attachement. Donc, il y a une certaine souffrance à la solitude, d'ailleurs, et au retour du manque affectif, au retour du vide, au retour de la solitude avec l'impuissance. Je ne peux rien faire, de toute façon, il fallait que j'arrête cette relation, ou il a arrêté cette relation, ou elle a arrêté cette relation, je me sens impuissant, impuissante. Et donc, ça, c'est un peu c'est ce qu'on appelle l'état d'effondrement, la zone. Il va y avoir donc des pensées douloureuses qui vont s'agiter dans tous les sens. Ça fait partie du processus du deuil, l'idée étant plutôt de traverser. Je ne dis pas accueillir, de passer, quoi. Voilà. De voir l'impermanence des choses. Raccrochez-vous à cette histoire de temporalité. Les choses vont et viennent. Pour l'instant, il y a des sentiments d'impuissance qui sont des résidus de traces traumatiques, des mémoires que vous avez déjà vécues. C'est normal, vous êtes humain. Ça va vous investir. Vous allez être pas bien avec ça. Ça peut durer un certain temps, mais ça va passer. Et ça va passer d'autant plus si vous ne vous accrochez pas à ce truc-là en disant ça passera jamais. Parce que quand on est dedans, on est vraiment mal. Hein. Donc le sentiment d'impuissance et toutes les mémoires traumatiques, c'est un peu un cauchemar. C'est un tunnel. Donc savoir que ça va passer et que des fois, vous n'avez même pas à contrôler parce que des fois, les choses vont et viennent et elles partent d'elles-mêmes. Surtout si on ne met pas son attention dessus du matin au soir en disant il faut que je me libère de ça, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis incapable de me sortir de cette affaire de deuil, je rumine tout le temps, je pense que je suis en manque, je suis accro, j'aimerais tellement qu'il revienne ou qu'elle revienne, avec lui c'était chouette, avec l'autre c'était chouette, ma vie est nulle et non avenue, tout le monde me dit que si je veux je peux mais moi j'y arrive pas, enfin moi je suis incapable, enfin, vous connaissez tout le truc là parce que c'est classique. Donc quand vous êtes dans cette période-là, accueillir, c'est plus accepter de ne pas avoir le contrôle sur cette affaire. Puisqu'il y a vraiment, dans les deuils amoureux, le sentiment de perdre le contrôle. Perte de repère, perte de contrôle. Il y a quelque chose qui s'effondre quand même. Parce qu'il y avait certainement une polarité de sécurité dans l'histoire du couple, même s'il y avait des endroits d'insatisfaction et de difficulté, il y avait quand même quelque chose de sécure. Et d'une projection dans le futur que le couple vous sécurisait. L'idée que le couple vous sécurise quelque part. L'idée d'avoir une personne dans votre vie, ça vous sécurise, probablement pour les besoins de soutien, probablement pour des besoins affectifs, de tendresse, d'être regardé, de ne pas être seul au monde. Toutes ces raisons-là font que l'idée du couple vous attache, en fait, plus que le partenaire, souvent en général. Bon. Voilà, accepter transitoirement que ça existe et parce que dans ces moments-là, quand vous êtes en impuissance, ça vous immobilise. C'est surtout ne vous isolez pas. Comment faire le deuil plus rapidement? Ne pas s'isoler, parce que plus on s'isole, plus on rumine. Alors, c'est ni sauter sur tout ce qui bouge. Parce que l'agitation en mode je ne peux pas rester toute seule 5 minutes et donc je vais bourrer mon agenda avec des milliers de trucs sans respirer, ça s'appelle de l'agitation. Alors vous pouvez le faire, hein, mais tôt ou tard vous allez vous retrouver comme un hamster qui tourne dans sa boucle là en mode bon, c'est pas forcément, c'est un peu excessif aussi. Hein. Je ne peux pas rester seule 5 minutes et surtout je cours après la nouvelle personne. Je me mets sur un site de rencontre, je vais sortir, je vais aller aux EF, je vais aller dans les conférences de Véronique. Donc je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas rester seule 5 minutes. Bon, alors, why not? Mais c'est toujours ni trop peu.
hein, et sinon, c'est de l'agitation. Donc, évidemment, ne pas rester complètement seul à ruminer dans vos trucs, parce qu'en plus, vos pensées déraisonnent, en général, vous pensez faux. Et en même temps, c'est pas non plus passer son temps à s'agiter dans tous les sens, à courir partout. Voilà, c'est à vous de chercher la voie du milieu, ce qu'on appelle la voie du milieu, ni trop ni trop peu. Voilà. Et est-ce que vous pouvez, quand vous êtes dans ces zones de turbulence du deuil, est-ce que vous pouvez tout de même accomplir des actions de plus basse ambition, c'est-à-dire des petites choses qui font qu'à la fin de la journée, vous vous sentez un tout petit peu mieux que quand vous êtes coulé. Voilà. On ne cherche pas à éradiquer tout radicalement. C'est très malsain parce que quand vous exigez de vous, par exemple, de passer à autre chose, « Ah, je ne devrais pas manquer de lui, de toute façon, il était toxique, j'ai bien fait de m'en débarrasser, nanana », mais vous n'y arrivez pas, en fait. Vous passez votre temps à être envahi, ce que j'appelais la numérance, d'accord ? C'est pas la peine de vous en vouloir d'être comme ça, parce qu'il y en a qui se tapent dessus en disant « Mais je devrais me sentir libre, mais pourtant je ne comprends pas, pourquoi j'y pense tout le temps, je ne devrais pas regretter, c'est tellement mieux, je devrais être soulagée. » Ben non, vous n'y arrivez pas. C'est pas la peine de vous en vouloir. Donc, faites plutôt des actions basse ambition, voilà, plutôt que de vouloir vous libérer radicalement, ça ne marche pas comme ça. C'est progressif, les sorties de deuil. Ça ne peut pas être en 2 minutes, crac, crac. Et plus vous êtes dur envers vous, plus vous tapez dessus. Donc ça, c'est très malsain. Moi, j'aime bien la thérapie ACT, qui est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, où on apprend à vraiment pas lâcher prise, parce qu'on ne peut pas décider de lâcher prise, mais à voir combien on se veut autre, combien on exige de nous-mêmes d'être plus en deuil. Voilà, c'est fini, je passe à autre chose. Voilà, ça y est, tout va bien. Mais non, tout va pas bien, puisque je vais pas bien, c'est que je vais pas bien. Donc, c'est important aussi d'accueillir les émotions qui sont là. Et là, ça vient à parler des émotions de colère, tristesse. Donc, accueillir, ça veut dire, au lieu de se dire « Pourquoi je me sens si triste ? Je ne devrais pas être si malheureux. » Bon, ça sert à rien. Ça ne vous aide pas de dire pourquoi et d'analyser le pourquoi du comment. C'est comme ça. C'est ce qui se passe maintenant. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire « Bon, bah voilà, c'est ce que je ressens maintenant », plutôt que d'aller chercher le pourquoi du comment et que ça ne devrait pas et que, bah oui, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de vous taper dessus en plus, quoi. Donc, mieux vaut accepter ce qu'on ressent plutôt que de l'analyser. Ce qui va compter, c'est plutôt comment vous réagissez. Qu'est-ce que je fais ? Comment je me comporte ? Comment je m'aide moi-même ? Quand je me sens vraiment triste et désolée que l'autre n'est plus dans ma vie et que je me raconte que si j'avais pu, j'aurais pu, voilà. Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Quand on se parle comme ça, c'est pas très sain du tout, ça vous aide pas, ça vous aggrave. Je ne devrais pas me sentir comme ça, c'est un conflit avec la réalité, tout ça, ça empire. Je voudrais tellement ne plus être comme ça, ne plus être malheureux. Voilà. Donc là, vous posez-vous ces questions. Est-ce que ça m'aide à composer avec ma vie maintenant ? Ben, en général, pas. Tout ce qui ne vous aide pas, vous dégagez. Faites que ce qui vous aide. Moi, ce que je conseille à mes patients, souvent, je leur dis, faites un tableau à la fin de la journée. Vous faites les 2 colonnes. Qu'est-ce qui m'a aidé dans la journée, par exemple, à faire le deuil, et qu'est-ce qui ne m'a pas aidé ? Qu'est-ce qui a aggravé mon cas et qu'est-ce qui m'a aidé ? Est-ce que ce type de pensée m'a aidé ? Oui, non. Est-ce que cette action m'a aidé ? Oui, non. Voilà. Alors, donc, vous allez comme ça, vous facilitez la tâche au lieu de vous aggraver. Je voudrais vous, puisque je suis au milieu du truc, j'ai un de mes patients hier qui m'a, justement, c'était marrant parce qu'il était sur cette histoire de deuil impossible à réaliser. Et alors, voilà, on a travaillé sur cette question du deuil amoureux, justement. Et en fait, je lui ai dit, écoute, à la fin de la séance, ce qui est bien, c'est de me marquer tout ce que tu as pu apercevoir dans cette séance-là avec moi, qui te facilite la tâche, qui va te faciliter la tâche ou qui te facilite déjà la tâche, d'accord ? Pour appuyer, ça c'est un recadrage positif, hein, qu'est-ce qui t'aide ? Qu'est-ce que tu peux... de quoi tu peux prendre conscience qui déjà commence à t'aider si en plus tu te projettes avec ces pistes-là. Alors, juste, je vous donne l'exemple de ce patient qui, donc c'est un homosexuel, mais peu importe, et donc c'est son amoureux, son partenaire, son compagnon, il est parti en dépression et il ne peut rien pour lui. Il aurait aimé lui sauver la vie, mais
L'autre, il n'accepte pas qu'on lui sauve la vie, d'accord? Bon, c'est comme ça. Et donc, son amoureux a dit, écoute, j'arrête la relation parce que déjà, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas me gérer, donc je ne peux pas gérer personne. Voilà, hop, au revoir. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, quand même. Et donc là, voilà, ça c'est un peu la situation, le contexte. Hein. Donc là, c'est l'autre qui le quitte, d'accord? Alors, voilà, donc ce qu'on est arrivé à la conclusion, que c'est bien qu'il accepte le fait que son compagnon ne peut pas faire autrement que d'arrêter, parce que son état clinique de dépression ne lui permet pas de penser et de voir les choses autrement. Donc ça peut être intéressant de voir que votre partenaire qui vous a lâché ou que vous lâchez ne peut pas voir les choses autrement. Il ne peut pas être différent que ce qu'il est. Par exemple, on sait que quand on est en dépression, on a des pensées hyper négatives sur soi et sur les autres. Donc, il ne peut pas voir les choses autrement. Et vous, de votre fenêtre, vous pourriez vous dire « Mais non, mais il ne devrait pas voir ça comme ça. Il devrait voir autrement. » Mais il ne peut pas voir autrement. Il ne peut pas voir autrement. Je ne sais pas comment... un autre exemple. Vous êtes avec quelqu'un qui est narcissique, qui ne peut pas s'empêcher de séduire. D'accord? Bon, c'est comme ça. Il ne peut pas être autrement. Parce que de sa fenêtre, c'est important. Donc, vous ne pouvez pas dire « Mais s'il pouvait, il pouvait. » Mais il ne peut pas, puisqu'il ne peut pas. Donc, arrêtez de croire que l'autre peut être différent de ce qu'il est, puisqu'il n'est pas... Donc, il y a une acceptation de l'autre à l'endroit où il est, qu'il ne peut pas être autre. Parce que vous, quand vous aimez quelqu'un, moi aussi je l'ai fait, vous avez tendance à croire qu'il pourrait être autrement. Que s'il faisait un petit effort, il pourrait voir différent. Parce qu'on a une relation tellement chouette et tout, qu'il devrait voir les choses autres. Mais il ne peut pas. Sinon, il le ferait. Donc, il y a un travail d'acceptation. C'est même pas de l'empathie ici, c'est... comprendre que ce qui est, voilà, tout simplement. Quand on est on a des pensées qui sont en lien avec notre chimie, et quand on voit les choses comme ça, on ne peut pas les voir autrement. Si on a eu des schémas, par exemple, là je suis sur la séduction, quelqu'un qui est narcissique, s'il a eu aussi des manques affectifs enfants, bah, il va grandir en mode je vais séduire parce qu'il faut que je me récupère, d'accord? Une petite santé, et de recherche d'approbation. Mais il ne peut pas faire autrement. Arrêtez d'imaginer que l'autre il peut faire différent. Bon, déjà, ça peut vous aider à arrêter un imaginaire galopant autour de s'il peut, il veut, et s'il veut, il peut. Non. Donc les choses sont telles qu'elles sont. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après, il y avait un autre truc aussi qui est important, peut-être ça peut vous aider aussi, c'est la croyance, l'amour sauve de tout. Alors, on s'aimait, la preuve, on s'est aimé, il y avait des moments magnifiques, on s'est tellement aimé, on a fait une maison ensemble, on a fait ça ensemble, on a fait des enfants ensemble, on a dépassé des milliers d'obstacles ensemble. Donc on s'aimait tellement, la chanson, on s'aimait. Et vous avez une croyance qui est un peu bisounours, qui est classique, qui est la croyance, puisqu'on s'aime, on devrait s'en sortir, on devrait réussir à passer les obstacles. L'amour sauve de tout, l'amour est plus fort que tout. Bon, bah, c'est gentil, c'est mignon, c'est un peu naïf, voilà. C'est un peu naïf parce que ceci n'est pas toujours vrai. Ça peut, mais c'est la preuve, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Donc arrêtez de vous raconter, si l'autre il est figé sur son truc et qu'il vous a lâché ou vous l'avez lâché pour des bonnes raisons, c'est parce que c'est comme ça. L'amour ne sauve pas de tout. Ici, dans cet exemple hein, de mon patient, là, il disait, ben oui, mais je suis sûre, moi, je peux lui apporter quelque chose, je sais que je peux le soutenir. Ben, peut-être qu'il peut le soutenir, mais l'autre, il n'accepte pas son soutien. Qu'est-ce qu'il fasse? Il ne veut pas jouer au sauveur 107 ans, puisque l'autre refuse son soutien. Donc, ce n'est pas l'amour qui sauve. Je dis, mais regarde, l'amour ne sauve pas de tout. Ça t'empêche de faire un deuil. Et lui, ça ne va pas l'aider non plus, parce que c'est une croyance gentille, mais un peu bisounours. Bon, je suis un peu radicale en général, mais comme ça vous permet d'y voir plus clair. Alors, après, qu'est-ce qu'il a remarqué? Oui, que... alors, il y a votre... il a remarqué que l'autre avait un faux self. Un faux self, c'est qu'il ne montrait pas tout de lui. Et en général, dans la relation, il y a beaucoup de personnes, et notamment les planqués de l'amour, dont je fais partie, qui ne montrent pas toute leur vérité. Donc, ils finissent par partir d'un coup sec, là, un passage à l'acte, parce qu'il y avait plein de choses qu'ils n'ont pas dit, mais qu'ils n'en pensaient pas moins, et à la fin, allez, ciao, bye bye, suivante, ou je largue le bébé avec l'eau du bain, d'accord? Il y en a plein qui font ça. Bon. Et ben, pour autant, vous ne le connaissiez pas tant que ça. C'est-à-dire, il y avait un faux self qui s'était mis en place, donc vous avez connu une image de ce qu'il voulait donner, montrer. Et vous n'avez pas vraiment connu l'autre, en fait.
Il y a plein de choses dont il ne sait pas dévoiler. Voilà. Donc vous avez l'impression de connaître la personne, mais en fait, vous connaissez une partie, une surface. Bon, c'est sympathique, mais c'est tout. Donc après, vous êtes accroché. Je ne peux pas faire un deuil puisque je le connais tellement bien, on était tellement bien ensemble, on faisait tellement de choses ensemble, c'était merveilleux, c'était magique, c'était machin. Oui, bon, enfin, il ne t'a pas tout montré, donc il y a plein de trucs que tu ne savais pas. Et que seuls les confidents avaient le droit, parce que souvent, ils racontent à leurs amis plein de trucs, mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas l'info. Après, vous avez les amis qui disent ouais, mais enfin bon, je t'explique, il y avait plein de trucs qui trouvaient insatisfaisants. Bon, ah, il m'a pas dit, tiens, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi il est passé sur la copine d'à côté, j'ai pas compris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé comme piste ensemble voilà. Alors ça, c'est le classique qui va vous aider dans les deuils amoureux, hein. C'est de retrouver des ressources personnelles. Donc tout ce que vous faisiez avec l'autre, par exemple ici c'était botanique, permaculture, sciences, arts, machin, bah, de vous réapproprier, au lieu de dire on le faisait à deux, c'était merveilleux, quelle complicité, quel partage, les voyages, les machins. Bon, bah, c'est bien, mais l'autre il n'est pas là, il n'est pas là. Donc réappropriez-vous ces types de ressources pour les investir avec d'autres personnes ou par vous-même. Vous n'êtes pas incapable, ça c'est l'autonomie, de faire par vous-même. Vous vous croyez incapable, genre à deux c'est mieux. Il me tient la main, il me tient la main, à deux c'est mieux. Mais arrêtez de vous raconter ça, ça va quand on est petit. On est petit, papa, maman, me tient la main, à deux c'est mieux, à deux c'est mieux. Mais c'est bien, mais vous êtes grand maintenant. Donc le voyage vers l'autonomie, c'est de pouvoir vous réapproprier vos propres ressources que vous avez adorées avec l'autre, hein. Ça peut être intellectuel, ça peut être des activités sportives, des randonnées, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, des voyages, bon, peu importe. Mais réappropriez-vous et arrêtez de vous raconter l'histoire bête, genre quand je fais une rando, on faisait des randos ensemble, c'était merveilleux. Quand je fais une rando sans lui ou avec une copine, c'est moyen, c'est fadasse, c'est nulos. Avec lui, avec elle, c'était tellement mieux. Bon, vous allez vous arrêter de vous raconter cette histoire, parce que là, c'est le disque rayé. Et ça se trouve, c'est même pas vrai. Faites attention à votre mental qui vous piège, qui vous fait raconter n'importe quoi. C'est le truc du manque. Là, il y a un moment donné, je pense que c'est pas mal de s'arrêter sur l'histoire du manque. Soit vous décidez de vous engager sur j'arrête de croire au manque, et vous arrêtez d'y croire, et de vous raconter une histoire, et je manque, et avec elle, c'est tellement mieux, et c'est magique, c'était enchanté. Et en plus, c'est pas vrai, c'était pas si enchanté que ça, la preuve. Il y avait plein de moments où vous avez partagé des moments, et même des randos, où c'était nul, voilà, c'était nul. Vous avez compris? Alors je ne m'énerve pas, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toute situation. Donc quand votre mémoire, votre cerveau après coup dit « Ah, les randos, qu'est-ce qu'on était bien, sous la couette, dans le camping-car, c'était merveilleux, sous les étoiles et tout », vous avez oublié tous les moments où vous étiez en conflit, vous êtes pris la tête, enfin, vous avez oublié ça. Il y avait ça aussi, sauf que vous ne gardez pas en mémoire tout ça. Voilà. Et il y a des avantages et des inconvénients à faire sans l'autre. Donc apprenez aussi à faire des randos seuls, des voyages seuls, de la culture, de la botanique, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, en trouvant la saveur, et c'était ça aussi, c'était est-ce que tu peux trouver de la saveur à la vie sans passer par l'autre me tient la main et en complicité, c'est mieux. On est des âmes sœurs et donc tout va bien. Attention. Voilà, parfait. Voilà, donc la saveur de la vie, alors ça va pas revenir, le goût des saveurs, bon, ça va pas revenir à la minute, mais c'est à vous de cultiver une vie suave plutôt qu'une vie fadasse, sans l'autre, parce que c'est ça qui se passe. La vie est fade, sans lui, sans elle, c'est fade, bon, c'est bon. Si vous ne voulez pas vous éterniser sur plus d'un an, retrouvez la saveur, et ça va se faire petit à petit, c'est très progressif. N'oubliez pas, le changement, ça se fait à petits pas, ça ne se fait pas en 2 minutes. Et si vous n'y arrivez pas, vous ne tapez pas dessus. C'est normal, il y a des moments où vous allez couler. Si vous avez des schémas abandon, machin dans l'enfance, ça ne va pas se faire comme ça en 2 minutes. Hein. L'autonomie, ce n'est pas tic-tac, hein. C'est un chemin presque d'une vie, l'autonomie. L'autonomie affective, j'entends, pas l'autonomie financière. Hein. Voilà. Voilà, alors après c'est plus la pensée stoïcienne hein, qu'on va retrouver dans les thérapies comportementales et cognitives qui est regarder sur quoi je peux agir, regarder sur quoi je ne peux pas agir, me mettre en harmonie avec la nature, avec une forme de sagesse, voilà, essayer d'avoir une vie à peu près équilibrée, voir ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, enfin tout ça c'est une forme de sagesse que vous devez vous appliquer dans cette période parce que c'est un peu compliqué sinon. Voilà. Voilà.
Et puis, ce que je dis souvent aussi, c'est revenir à l'instant présent. L'instant présent, c'est bon, c'est facile à dire, mais quand on n'est pas bien, on a un peu de mal. Ou trouver des confidents, des confidentes pour raconter vos malheurs. Alors, ni trop peu. Les confidents et les confidentes ou les psys, c'est bien. Mais à un moment donné, je sais que moi, en thérapie, je ne les écoute pas pendant 107 ans se victimiser. Pourquoi? Parce que ça ne les aide pas non plus. Il y a un temps pour raconter ses malheurs et un temps pour trouver comment on peut... quelle est l'intervention qui est plus efficace que de raconter ses malheurs pendant 107 ans? Parce que là, à jouer sur je branche la prise sur mes malheurs, vous alimentez les ruminations. Et vous vous écoutez en fait. Et vous croyez que ce que vous racontez, c'est vrai. Donc à un moment donné, c'est bien de débrancher un peu le mental et de passer dans la vie du corps ou la vie réelle, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est des interventions que je fais souvent. Retrouver des pistes aussi, c'est retrouver l'espace de l'enfant intérieur. Hein. Le ludique, le spontané, tout ça, souvent ça vous manque. Je reviens sur mon... ouais. Voilà, donc ce que je disais, qu'est-ce qui accélère? Voilà. Bon, ça je l'ai dit, hein, reconnaître que c'est fini, c'est fini. Il y a un truc avec l'espoir aussi, ça je le dis souvent, mais je le redis, qu'est-ce qui accélère? C'est le fait d'arrêter d'avoir de l'espoir. Quand c'est fini. Hein. L'espoir ne fait pas vivre, l'espoir crée le désespoir. Dans des histoires de deuil enfin, si vraiment l'autre ne revient pas, hein, des fois vous avez des histoires qui n'en finissent pas, et ça s'arrête, ça s'en va et ça revient, mais dans les histoires où c'est fini et que l'autre ne revient pas, l'espoir ne fait pas vivre. C'est même un truc qui empêche de fermer une page. Vous regarderez dans vos ruminations jusqu'où vous gardez l'espoir qu'il revienne un de ces quatre. Alors ça, c'est pas plus malsain, tu vois. C'est vraiment un truc, ça vous accroche à l'autre, comme ça, vous pouvez pas, ça vous agrippe en fait, l'espoir. Donc je fais souvent la remarque, je leur dis, et imagine que plus jamais, ils ne reviennent ou elles ne reviennent dans ta vie, qu'est-ce que se passe pour toi? Comment tu te visualises dans le futur? Alors, en général... Et là, on va tomber sur le problème. Et c'est souvent le problème à la solitude. Imagine, oh là, Annette me manque, tout est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui va... Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Le vide. La panique. Ça y est, je tombe dans le vide, je tombe dans un trou. Et ça, c'est des trucs d'enfant, hein, parce qu'en fait, en tant qu'adulte, voilà, il va falloir passer du couplage. Quand je suis seule, je suis dans un vide panique, qui sont des mémoires d'enfants impuissants dans des séquences traumatiques, à quand je suis seule, je peux être dans des moments chouettes et agréables. Donc il va falloir changer le paradigme, mais pour cela, expérimenter le fait que par moment, dans la solitude, je ne suis pas dans un truc de panique, je peux être au contraire dans un moment ressourçant. Tant que vous n'êtes pas confronté à la solitude, vous allez être coincé dans le deuil. Hein, ou alors il faut un remplaçant. Et donc la question du remplaçant ou de la remplaçante, ça je peux vous interroger là-dessus parce que je serais curieux de savoir quel est votre avis sur la nouvelle personne. Projeter un état amoureux, projeter une nouvelle histoire d'amour avec l'autre. Vous n'avez même pas fini le deuil là, il était insatisfaisant, hop, on passe direct au nouveau, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais vous laisser le micro, parce qu'il y a du pour et du moins là-dedans. Ça c'est un grand classique. Hein. C'est quand même assez fréquent, les gens qui remplacent. Ils se mettent sur les sites de rencontres aujourd'hui, en plus, d'ailleurs, on se met sur les sites, hop. Et au suivant. Ouais. Faut parler là-dedans. Il m'est arrivé d'être accro à une collègue psy qui m'avait fait un certain type d'entretien à ma demande. Et donc, il n'y avait aucun espoir. Et en tâtonnant, je me suis rendu compte qu'il suffisait de mémoriser, de me représenter avec le plus de détails possible la personne, donc 1 minute ou 2 avant de m'endormir. Et bon, le lendemain, il n'y avait pas eu d'effet. Et j'ai repris l'exercice le surlendemain, petit effet, et puis j'ai repris une 3e fois, et là c'était terminé. C'était le fait de l'imaginer, c'est ça? Oui, de me la représenter avec le plus de précision possible. Ouais. Ah bon. Et le fait de créer une image d'elle voilà. mentalement, voilà. Ça l'a fait comme vous êtes débarrassé du fantôme.
Voilà, on l'intériorise, ou c'est un mécanisme peut-être biologique pour éviter la consanguinité. La consanguinité. Et oui, entre frères et sœurs. Et là, avec cet exercice, on accélère l'intériorisation de l'image. Ah. C'était votre sœur? Comment? Non. Alors, bon, ça se discute. Là, c'était pas la réponse à ma question. Hein. Oui. Parce que créer une image, en fait, le problème de l'imagerie mentale qu'on utilise en thérapie, image ou pensée sur quelqu'un, ça peut au contraire, le fait de regarder tout le temps ses photos ou de penser à elle ou à lui sur des images, hein, de créer des images de l'autre, de l'ex, ça peut au contraire créer de la liméance. De l'obsession, parce que vous débarrassez. Souvent, on dit dans les deuils, d'ailleurs, on vous propose de faire du sevrage, c'est-à-dire vous coupez court, direct, hop, 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 terminé. Alors, soit on coupe court, on bloque tout, on bloque là sur Internet, machin, tout ça, les réseaux, et c'est souvent ce qu'on vous dit, bloquer pour plus y penser, parce qu'il y a quand même un temps, quand même d'éloignement. Il faut quand même soutenir la solitude ou changer de repère. Il était dans votre vie, il n'est plus dans votre vie. Donc à un moment donné. Faut passer à autre chose. Et c'est vrai que s'il est tout le temps dans le champ, soit par l'imagerie, soit par les pensées, soit par sa présence physique, parce que vous le croisez toutes les 5 minutes dans la rue, ou je sais pas quoi, ou machin, ou parce que vous avez des gosses avec, vous allez le croiser, ou je sais pas, ça aide pas à faire un deuil. Si l'autre est toujours là, devant votre nez, vous pouvez pas faire un deuil facilement. Hein. Bon. Après, moi je suis sur cette question de faut-il tout couper ou pas tout couper, c'est au cas par cas. Parce qu'il y a des personnes qui s'en sortent bien en l'éloignant ou en le mettant en position sur l'étagère amicalité, et d'autres qui s'en sortent pas du tout. Même en amitié, ils peuvent pas gérer. C'est-à-dire, ils peuvent pas faire de deuil, c'est juste pas possible. Donc c'est à vous de vous connaître et de savoir s'il faut passer par le sevrage pour sentir le soulagement qui est, quand même, cette relation qui me collait de la dépendance, hein, me faisait beaucoup souffrir, et c'est quand même mieux quand il est plus devant moi, déjà ça m'aide. Quand il n'y a plus sa présence qui revient. Dans cet exercice, je crée une saturation. Oui, j'ai compris, mais bon. Mais là, c'était pas ma question, c'était plutôt faut-il remplacer directement par une nouvelle personne, c'est-à-dire remplacer ou chercher à remplacer en mode vous mettre sur des sites de rencontres, chasser, chercher une nouvelle personne, trouver des amants et des maîtresses, croire à la nouvelle, enfin repartir dans. Voilà. Mais je l'ai utilisé dans mon cabinet avec d'autres personnes et puis autour de moi. Ok. Et ça a marché tout le temps. Ok. Alors d'abord, on ne me croit pas. Non, mais j'étais sur la question. Non, pas du tout. Excusez-moi. Alors, Parfois, une nouvelle personne, même si on n'y croit pas, ça aide à passer un cap. Tout à fait. Ça, c'est le côté positif du remplacement. C'est pour ça que je suis mitigée sur la réponse. On n'y croit Il y en a qui pas. disent c'est un deuil escamoté, c'est vrai. On n'y croit pas, Et en mais on même dit temps, quand même, ça peut être une ressource. Donc, why not? Voilà. Si ça vous aide, j'ai dit un truc tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui vous facilite la vie et qu'est-ce qui vous facilite pas la vie? Si ça vous facilite la vie, pourquoi pas? Parce que vous avez un nouveau dans le nez, là, et pendant ce temps-là, c'est fun. Voilà. Bon, et ben pourquoi pas? Vous pouvez profiter du moment fun. Ça va vous changer votre chimie. Bon, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de la solitude. Hein. Vous ne réglez pas grand-chose, mais ceci n'est pas grave. En attendant, vous récupérez un peu du poil de la bête. Voilà. Oui, des fois, ça permet de pleurer aussi. Voilà. Dans les bras de l'autre, ou de lui dire que ça ne va pas à cause de l'autre. Voilà. Vous récupérez de la ressource. On est dans les bras de l'autre, on se fait prendre dans les bras, machin, tout ça, il y a de la tendresse. Lui raconter des histoires. On nous raconte ses malheurs sur l'ex, l'autre il nous récupère. Il m'a fait tellement du mal, l'autre, et viens dans mes bras, ma chérie. Bon, enfin, bref. Donc ça peut être une ressource. Même sans ça, juste le fait de pleurer, c'est tout ça à raconter, on n'a pas besoin de parler. Non, mais c'est sûr, ça peut être. C'est pour ça que je ne suis jamais radicale sur ces trucs-là, en disant oui, c'est tout blanc, tout noir. Et en même temps, ça peut être une ressource, parce que ça distrait pas mal, hein, surtout s'il y a de la sexualité, on sait c'est hypnotique, c'est puissant, donc ça vous donne la pêche quand même. Sauf si c'est nul et que vous comparez sur l'ex en disant l'autre est tellement mieux, vous faites des points de comparaison, ça c'est moyen. Mais souvent on ne peut pas s'en empêcher. J'ai répondu à un article sur Marie-Claire aujourd'hui, j'étais interviewée sur la comparaison. Mais c'est vrai que très souvent quand vous passez d'un à l'autre comme ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer. C'est plus fort que nous, on ne peut pas s'en empêcher. Donc vous allez comparer, ah oui mais lui il faisait un geste comme ça, l'autre il ne fait pas le geste comme ça, il est plus doux, plus délicat, l'autre il est mais l'autre il est plus costaud, l'autre il est moins... Enfin bref, ouais, on ne peut pas s'en empêcher. Et en même temps, je ne sais pas si c'est très sain comme truc, je ne sais pas si c'est aidant, à vous de voir si ça vous aide ou si ça vous dessert. C'est vous qui pouvez évaluer pour vous jusqu'où ça vous aide.
Et ça ne règle pas quand même le fameux problème de la solitude. Hein, c'est quand même des deuils escamotés, c'est j'en prends une pour en prendre un autre, et je passe de l'un à l'autre. Bon, il y a un côté charmant ado là-dedans et un peu naïf, mais effectivement, pour l'avoir fait, je trouve ça tout à fait distrayant et ça évite ce deuil douloureux qui peut traîner. Voilà, j'ouvre un nouveau chapitre, je n'ai même pas fermé l'ancien et hop, je repars dans un nouveau. Et j'y crois parce qu'en général, c'est souvent des personnes qui vont projeter un état amoureux et une nouvelle belle histoire d'amour. Pas forcément. Alors, ça peut être soit je fais du fun, soit je fais du léger, du fun et je ne m'implique pas, soit je tombe sur une personne qui me branche et je fais une nouvelle histoire parce que je suis addict au mythe romantique. Donc je crée je passe d'une histoire romantique à une autre histoire romantique, à une autre histoire romantique. Voilà. Il y en a qui font ça. D'autres témoignages ou sur le remplacement, là, on est sur la question de faut-il remplacer, est-ce bon de remplacer pour gérer le deuil? Est-ce que ça aide ou pas? Non, je suis sûre qu'il y en a plein qui... moi, je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait ici, dans ce groupe, mais je n'ose pas en parler. Alors, ne pas mettre la relation au centre. À mon avis, ça, c'est une meilleure idée. Pour faire un deuil, pour accélérer le processus de deuil, c'est décentraliser la notion couple. Voilà. Alors, évidemment, faire du léger, pourquoi pas, mais ça veut dire aussi, la relation couple, quand c'est léger, c'est plus au centre de ta vie. Ça va vraiment aider à long terme à apprendre à ne pas mettre la relation au centre. La relation ne doit pas être tout pour vous. Sinon, vous êtes toujours en danger qu'à tout moment, le nouveau partenaire que vous avez récupéré dans votre vie, s'il vous lâche la main, pour une raison ou pour une autre, vous allez ressombrer dans les mêmes affres du vide, du manque, du trou, du machin, c'est moins bien que... Voilà. Donc vous êtes très dépendant du couple. Même pas du partenaire, du couple. C'est embêtant. Ça veut dire que vous vous sentez incapable d'être heureux sans. Donc il n'y a pas beaucoup d'options. Hein. Rappelez-vous, le cerveau a besoin d'options. Il a besoin de se dire que dans le futur, si ceci disparaît, alors tout ira bien pour moi. Il n'y a pas de danger à ce qu'il n'y ait pas un couple dans ma vie. Voilà. Au lieu de vous raconter, je vais finir seule avec mes chats, mes machins, vieille et moche et je sais pas quoi. Là. Donc les célibataires, arrêtez de vous prendre la tête avec le célibat. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans le célibat, comme il y a des avantages et des inconvénients à être en couple. Voilà, il y a les deux et c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, moi, j'organise à ce propos, coup de pub, j'organise un stage Halloween là, du 3 au 5 novembre pour les célibataires, pour qu'ils arrêtent de pleurer sur leur sort en mode oh, je suis seule et je suis en pénurie de câlins, de regards, d'échanges, de complicité, de machin, de ci, de mi. Il y a des endroits comme, par exemple, nous on propose avec mon amie Séverine, des endroits où vous allez pouvoir échanger sans engagement et trouver des ressources, de la nourriture affective, des câlins, du contenant, des choses comme ça, sans forcément vous marier avec et faire un couple avec quelqu'un. Voilà, parce que le couple ici est utilisé très souvent pour des gens qui font des deuils amoureux très longs comme étant la seule stratégie ou la meilleure stratégie pour nourrir des tonnes de besoins comme la tendresse, je sais pas, les activités, la complicité, voilà, comme si je ne peux pas être complice en dehors du couple. Discuter, échanger, pas raconter mes malheurs, voilà, être écouté. Bon, ben non, même, bon, il y a la sexualité, mais pas que, dans tous les besoins, il y a beaucoup de besoins qui sont nourris à travers le couple que vous devez identifier et trouver d'autres stratégies ailleurs, sinon vous êtes coincé sur la stratégie couple. Et si le couple disparaît de votre vie pour une raison ou pour une autre, vous êtes là comme ça, asphyxié. Voilà. Donc, ne pas mettre la relation au centre. Bon, je vous ai parlé des étapes, vous reverrez les étapes du deuil dans la conférence précédente sur la rupture amoureuse. La culpabilité, c'est normal. Souvent, vous pouvez vous sentir coupable de ne pas avoir fait comme il fallait, ou coupable de ne pas arriver à faire un deuil plus rapidement, ou voilà, donc ce qui va être poison, donc pas, ce qui ne va pas accélérer, ce qui va freiner, donc c'est toutes ces notions de culpabilité. Le sentiment d'être, la dévalorisation, ça ne va pas vous aider. Le sentiment d'échec, alors ça ne va pas vous aider, faites attention. Hein. J'ai échoué, je rate tous les couples, j'ai tout raté dans ma vie. Alors après, vous généralisez. Ma vie n'est qu'un échec, j'ai raté ma vie et c'est mort.
Et là, d'accord. Donc souvent, faites attention à vos paroles, vos discours internes, parce que le thème réussite-échec, pour certains, est un thème fallacieux. Parce que si vous organisez votre vie autour de ma vie doit être une réussite, ou ma vie est une réussite, ou ma vie est un échec, parce que cette expérience s'est plantée, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Votre vie n'est pas un échec pour autant, c'est même pas un échec amoureux, c'est une expérience douloureuse. Voilà. Bon, ça s'est mal terminé. Voilà. Et arrêtez de me dire que les histoires d'amour terminent mal, parce que des fois c'est vrai, des fois c'est faux. C'est pas toujours vrai. Donc voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un échec. Sinon, vous êtes... qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cette vision d'échec? Ça veut dire que vous êtes orienté sur un truc extrêmement moderne, hein, de la société postmoderne, orienté sur... nous devons atteindre nos objectifs. Alors ça aussi, on me l'a fait il n'y a pas longtemps. Mon objectif, c'est de réussir un couple. Et là, je suis nulle, j'y arrive pas. Ça fait le 4e couple que je les rate tous. Et c'est de ma faute. Donc on est dans quoi? On est dans si je veux, je peux. Je suis l'auteur de ma vie. Si j'y arrive pas et que la copine à côté elle y arrive, c'est que moi je suis nulle. J'ai un problème, un grave problème, c'est de ma faute, ma très grande faute. Ma vie est un échec à part entière, je rate tout. Voilà. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes obsédé par l'idée de réussir des objectifs. Vous passez votre temps à vous fixer des objectifs, notamment l'objectif réussir son couple, et vous vous gravez ça dans votre tête en vous disant si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle et que je devrais y arriver parce que le couple est promesse de bonheur. Alors là, si vous pensez comme ça, vous êtes mal barré. Parce que, le couple n'est pas promesse de bonheur systématiquement, ça c'est une promesse fallacieuse, le couple est décevant, la sexualité est décevante, et en même temps ça peut être chouette parce qu'il y a les deux, c'est pas que décevant, c'est bien et pas bien, il y a la dualité, hein, donc ça peut être pas que bien, donc ça peut être bien et moins bien, et en même temps, il n'y a pas d'échec ni de réussite, c'est pas possible ça, il n'y a personne qui atteint le jackpot en disant ça y est, j'ai réussi mon couple, yep, I can do it, c'est bon jusqu'à la fin de ma vie, garantie, je m'éclate et ça y est, bon, mais ça existe nulle part. C'est que dans les trucs dans votre tête que ça existe, ça. Si vous faites des véritables interviews, et faites-le, de vos amis qui ont des bananes quand ils parlent de leur couple, oui, notre couple est parfait, la petite maison dans la prairie, nanana, tout va bien dans ma vie, je m'éclate total. Vous les interviewez vraiment. Vous allez voir, derrière le jeu des apparences, il n'y a pas de réussite. Il y a des mauvais côtés, il y a des moments où ils sont merdes, en fait, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où ils galèrent, il n'y a pas que des moments « Ah non, j'ai réussi mon couple, tout va bien, moi c'est le monde des bisounours ». Non, ça n'existe pas. Donc c'est important que vous ayez un peu plus de discernement pour arrêter de vous aggraver votre cas en vous racontant que vous avez raté votre couple, vous les ratez tous et vous les raterez tous. Et que vous allez finir seul avec vos chats. Voilà. Donc là c'est très malsain. Mais déjà, non, j'ai le temps. Non, ça va. Voilà. Donc autre chose aussi, autre idée qui m'est venue, pour pouvoir avancer un deuil et le surmonter plus rapidement, il faut donner du sens à l'histoire. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on adore donner du sens. On ne peut pas s'en empêcher, plus sûr que nous. On ne peut pas être juste là, posé là et vivre les choses les unes derrière les autres. Il faut qu'on donne un sens, une symbolique à nos histoires. Merci d'éteindre votre téléphone. Donc le sens, c'est pourquoi j'ai vécu ça, et pourquoi j'aurais... Voilà, donner du sens à l'histoire, c'est une signification, une bonne raison pour comprendre. Notre cerveau a besoin de comprendre pourquoi ceci s'est passé comme ça et quel sens ça a. Voilà. Sinon, vous avez du mal à passer à autre chose. Ça aide et ça aide pas. Ça aide d'un certain côté parce que ça vous oblige à creuser et à vous rencontrer vous, c'est-à-dire les parts de vous qui ont été maltraitées ou à piger des trucs sur vous en disant bon la prochaine fois je m'y prendrai pas comme ça, je mettrai des limites plus tôt, voilà, où je recadrerai, où j'accepterai pas tout et n'importe quoi, par exemple. Hein. Donc je ferai différent la prochaine fois. Donc le sens permet de corriger ou de s'améliorer ou de faire autrement pour les prochaines fois, de comprendre des choses sur notre vie, sur nous-mêmes. Et en même temps, si vous vous alimentez dans mais quel sens ça a, tout ça, et pourquoi ça s'est passé comme ça, et de vous passez votre temps à analyser le pourquoi du comment, on l'a vu, c'est les ruminations.
Et puis ça ne vous aide pas, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y a un temps pour cogiter et un temps pour arrêter de cogiter. Sinon, votre vie, vous le passez dans votre tête, et c'est bien, mais le mental est piégeux. Donc c'est important de revenir sur Terre et de voir que la vie, pendant ce temps, la vie passe. Votre tête ne passe pas. Mais... Donc c'est toujours pareil, hein, je mets toujours des bémols à toutes les pistes. À la fois, donner du sens, ça peut vous aider, faire un travail de thérapie éventuellement pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est joué. Qu'est-ce qui s'est répété, quelle est votre part de responsabilité, quelle est la part de responsabilité de l'autre, parce que parfois je vois des patients en thérapie qui arrivent, non, c'est tout l'autre, la faute de l'autre, non, moi je suis, non, c'est tout, non. Bon, alors là, c'est bien aussi de faire un petit travail pour voir quelle est ma part, quelle est sa part, sortir avec un peu plus de discernement, de prise de conscience sur soi, ça aide quand même. Bon, ça fait pas tout. Et il y a un temps pour arrêter ce truc de rationaliser, d'analyser, de tout traiter les informations, vous avez compris, ça aide pas, ça fait des ruminations. La solitude, bon, ça je l'ai dit. Après, je voudrais passer, puis je vais vous laisser la parole aussi. Comment savoir si on a fait le deuil d'une relation? D'ailleurs, sans lire les réponses, à votre avis, comment vous savez que vous avez fait le deuil? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous avez fait un deuil? Hein? Ils lisent les réponses. Quand on ne pense plus à l'autre, hein, quand il n'y a plus cette limérance, c'est-à-dire cette obsessionnalité. Quand ce n'est plus la première pensée du matin, très juste. Vous savez qu'on a au moins plus de 500 pensées par jour, et des fois c'est 200 sur l'autre, sur l'histoire. Et lui, et elle, et nana, et nani. Et voilà, ça c'est vraiment obsessionnel. Et le deuil, c'est quand c'est plus obsessionnel. D'un coup, vous cherchez même pas, il vient plus. Il n'est plus dans le champ. Voilà. Mais ça, c'est le deuil est fait. Et ça veut dire que vous avez mis votre attention ailleurs. C'est là où on met... Alors ça aussi, je vous le dis, mais vous le savez, je vous le redis. C'est là où on met notre attention que ça se déploie. Si vous mettez votre attention sur l'ex, ça se déploie. Il vit. Voilà. Et il vit beaucoup. D'accord ? Vous lui donnez de l'intérêt. Donc, vous lui donnez de l'énergie. Et c'est une énergie virtuelle, mais c'est de l'énergie. Et ça prend vie, parce que l'esprit, c'est la matière. Donc, ça prend vie. En fait, vous donnez vie à un fantôme. C'est comme si vous faisiez vivre un personnage intérieur. Hein, c'est pareil. Même chose. Donc, c'est pas terrible, mais c'est ce qu'on fait tous. Donc, le jour, effectivement, le matin du réveil, je dis... Oh, je vois la nature. Oh, pense-moi. Ça veut dire qu'effectivement, il a disparu du champ. Voilà, c'est pas mal. Autre réponse. Comment sait-on qu'on a fini un deuil? Oui, ben ouais. Quand on est capable. Quand on a... Le collègue de travail à qui j'avais donné la technique. Mais il faut répondre à la question qu'elle pose. Oui, bon, on va pas s'engueuler. Quelques jours après, elle m'a dit que ça avait bien marché et que c'était surprise à parler avec son ex comme si c'était n'importe qui. Ben voilà, donc ça c'est une bonne réponse aussi, c'est je parle avec... je suis indifférent à cette personne. C'est-à-dire cet ex, il apparaît, mais c'est neutre pour moi. Voilà. J'ai plus d'affect émotionnel, je suis plus dans le manque. Voilà. Donc on pourrait dire que ça pourrait commencer une relation d'amicalité. Il y a des gens qui sont amis avec leur ex. Et ce que je dis réponds souvent, parce qu'on me pose souvent la question, je dis oui, à condition que ce soit neutre émotionnellement. Si vous êtes encore dans la période du deuil, c'est mort. Parce que c'est pas la peine, parce que vous faites du mal en fait. Même si l'autre il va bien, il vous aime bien, il y a un attachement, il a envie de vous voir parce que vous êtes attaché, sympathique. Mais si ça vous fait souffrir, si vous sortez de là, et, de cet entretien amical et que vous continuez d'y penser, machin, la nuit, ça vous aide pas. Ben oui, ça rallonge le deuil en fait. Ça l'accélère pas, ça vous le rallonge. Donc l'amicalité, ça dépend à quel moment. Oui. Éventuellement, si vous repartez dans l'histoire en mode on refait un tour de manège, pourquoi pas? Mais il faut que vous soyez partenaires à deux et on ne refait pas un tour de manège si on ne modifie pas des choses dans la relation, sinon ça ne sert à rien. Si vous repassez sur les bases d'avant, je ne vois pas l'intérêt. Ça va recapoter. Donc ça, c'est pour la réponse de faut-il revoir ses ex? Oui, quand, comment, à quelle heure? Oui, mais des fois, on est dans l'obligation de les revoir quand on a des enfants ou des petits-enfants comme moi. On est obligé de les revoir, même si on n'a pas envie. Tout à fait. Et disons que des fois, il y a
espèces de, comment expliquer, des mécanismes qui se remettent en jeu, alors qu'on ne voudrait pas qu'ils reviennent. Tout à fait, tout à fait. Et que l'autre remet ça en jeu, nous on ne veut pas, mais n'empêche que ça fait souffrir. Enfin moi c'est mon cas. Oui, oui c'est vrai. Pas d'accord oui. parce qu'il va jouer sur certains registres que j'arrive à éliminer, mais au bout d'un moment ces registres ils sont fins. C'est fragile. On est fragile. Et du coup, donc, ouais. ça revient, même si je ne suis pas d'accord, et après ça me fait souffrir et puis j'ai plus envie de le voir. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, il vous attrape, c'est comme un piège, il vous attrape à des endroits de fragilité. C'est ça. Et c'est une forme de manipulation. Il sait très bien où est la faille, et pang et voilà. Et là, par contre, je me dis, tu n'as pas fait ton deuil, parce que... c'est pas que j'ai pas fait mon deuil, c'est qu'il y a des espaces de fragilité. Et l'autre, il stimule les endroits où j'étais fragile. Déjà, c'était comme ça à l'époque. Bon, je me suis séparée, j'ai compris pourquoi. Moi, je ne regrette rien, je suis contente, non, je suis parfaite. Mais à un moment donné, ça restimule toujours au même endroit. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a tous des fragilités. Et donc, l'autre, il peut appuyer toujours sur les mêmes boutons. Sauf que quand vous êtes séparés, ça restimule, ça active, mais vous allez vous arranger pour mettre des limites de protection pour éviter de replonger dans l'affaire. Parce que sinon, vous ne savez pas vous protéger. C'est pour ça que c'est très pertinent de ne pas le revoir. J'essaie de l'éviter et de ne pas rentrer dans ces espèces de... De ne pas rentrer dans l'affect. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui va être plutôt pour les personnes comme cette dame qui est obligée de voir par rapport à la logistique enfant, etc. Donc, le mieux, c'est de faire que de l'organisationnel. C'est-à-dire de l'informationnel, adulte, on communique. Mais on est dans l'organisation, on n'est pas dans les affects et on évite tous les échanges émotionnels, affectifs, machin. Parce que sinon, on rentre dans les boucles traumatiques de l'époque qu'on connaît et on se fait happer par ça parce que c'est de la réactivité, parce qu'on était déjà stimulé avant, on est restimulé maintenant et c'est plus fort que nous. Donc pour éviter ces trucs-là, vous êtes en mode adulte, vous faites passer que les infos nécessaires et vitales pour l'organisation. Voilà, le reste, c'est neutre, c'est objectif, c'est factuel, et le reste, vous lâchez. Ça, c'est un conseil que je vous donne, mais vous pouvez des fois ne pas vous en empêcher, parce qu'il y a une envie... c'était déjà présent quand vous étiez avec l'ex. C'était déjà là, ces histoires de persécuteurs, victimes, sauveurs. Donc vous vous êtes happé de nouveau dans le triangle dramatique, parce que c'était déjà là avant. C'est pas nouveau, c'est pas un truc qui arrive aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ça qui se passe, et vous recommencez à être piégé. J'ai essayé de mettre de la distance. Oui. Donc j'ai dit que j'avais rien contre lui, mais que je voulais plus le voir. Très bien. Alors j'ai mis de la distance. Parfait. Après, bon, comme il y a les enfants, les petits-enfants, etc., cette distance, plus ou moins, c'est un peu réduite. Et du coup, ça recommence un peu comme avant. Donc... ça recommence si vous donnez le pouvoir. Si vous, si vous sortez de « je mets de la distance ». Il y a distance et distance. Donc distance, c'est ferme. Est-ce que je mets mes limites de manière ferme ou pas? Donc si je suis responsable de ne pas les mettre de manière ferme. Si je dis je mets de la distance, mais en fait j'en mets pas tant que ça, pourquoi j'en mets pas tant que ça? L'autre il vient pas chez moi en mettant le couteau sous la gorge. Donc c'est moi qui respecte pas mes limites. Donc c'est à vous de reprendre votre pouvoir sur vos limites. Les limites, des fois, elles doivent être non négociables. Sinon vous faites attraper dans le triangle dramatique. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre à cette question de comment savoir, ou de l'histoire des ex, l'après-deuil? Ouais. Il y a des fois, on fait le deuil et on revoit. Oui, c'est bien. On revoit la personne sur les sites de rencontres. Non, oui aussi. Et du coup, le deuil se réouvre. La blessure se rouvre. Oui, la blessure. L'attachement, la blessure, le manque. Ouais. Alors, il y a deux options. Il y a des fois des gens qui se retrouvent des années après sur ah, mon ex. Ah, qu'est-ce qui devient 10 ans après, et qui se remettent avec leurs ex. Ou alors, si c'est trop proche, ça peut, et que tu n'as toujours pas digéré, ça peut effectivement te remettre... oui, c'est tout ce que tu as démarré dans le deuil, qui est je m'éloigne, j'y pense de moins en moins, je remonte sur mon bateau, etc. Parce que le fait de voir l'image, ça te remet direct, tu sais, dans le cerveau, en connexion avec les mémoires. Et les mémoires des bons souvenirs, malheureusement. Donc il faut que tu luttes contre ça, que tu reviennes sur tous les mauvais souvenirs, les raisons pour lesquelles tu n'es plus avec. Sinon, il faut revenir sur ça. Il faut demander à ta copine, redis-moi toutes les raisons qui ont fait que je ne suis pas restée avec, parce que sinon tu oublies ça. Parce qu'il y avait aussi des bons moments. On ne nie pas qu'il y avait des bons moments, parce que sinon, vous ne seriez même pas resté, vous n'aurez même pas fait une histoire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que
il n'y avait pas de raison valable pour que ça s'arrête et que tu fasses ton deuil. Donc effectivement, il y a ce truc-là qui ah mince. Donc il y a une sensibilité. Et ça, c'est pour tout le monde, on est fragile. Hein. Donc émotionnellement, il y a d'abord cette première réaction à T1, à l'instant T, c'est ah ouais, ça me fait quelque chose de voir son visage apparaître. En plus, si j'apprends qu'il est avec une nouvelle nana, en couple, c'est sur Facebook. Allons voir direct la tête qu'elle a, l'autre. Donc en général, c'est ce qu'on... Ouais, malsaine en plus. Comment se faire mal? Oh, quelle horreur. Voilà, et alors là, c'est les crises de jalousie et tout. Bon, enfin bref, et donc tu t'en sors pas. Mais c'est vrai que, voilà, ça c'est un truc classique aujourd'hui avec les réseaux. Et en même temps, faut vraiment... Qu'est-ce qui te facilite le deuil? C'est pas de regarder tu vois, toutes les 5 minutes et dire ah ouais, quand même. Alors, ce qui aide, ce qui n'aide pas, aide pas. Ça, c'est un truc qui aide pas en général. Surtout si l'autre a tourné la page hein, et que tu sais qu'il est parti sur autre chose et que voilà. Ou que c'était une relation qui n'était vraiment pas saine pour toi et que tu as mieux à faire dans ta vie. Quoi. Voilà. Donc ce qui va t'aider, c'est tout j'ai déjà dit, l'enrichissement de tes ressources, arrêter de croire qu'avec lui c'était extraordinaire. La preuve, c'est pas vrai, il n'est pas là. Il n'était pas si extraordinaire que ça. Il y avait plein de points là qui étaient inconcevables et qui faisaient que c'était pas un bon compagnon pour toi. Et que tu mérites mieux. C'est ça qu'il faut te dire. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es et pas pour autre chose que ce que tu es. Enfin, voilà. C'est souvent aussi des engrammes comme ça dans votre histoire où il y a des croyances qui sont je ne trouverai jamais mieux, je ne suis pas digne d'être aimé, après lui ou après elle, nul autre, il n'y a pas d'abondance. On fait toujours pareil en fait. Hein. Je reviens toujours sur le même sujet, mais c'est quand même toujours un peu pareil. Mais bon, c'est normal de s'attacher. Et c'est normal aussi d'apprendre à se détacher. Et les deuils font partie de nos vies, quoi. Ça peut être plus ou moins douloureux, et je pense que si vous êtes plus autonome, si vous devenez plus autonome, si vous apprenez à coupler la solitude et le célibat avec quelque chose de plutôt chouette, heureux, enfin tranquille, vous êtes moins oppressé à l'idée de faire un couple. Ça devient moins une pression de oh, il faut faire un couple à tout prix, oh là là, mon Dieu, who's next, vite, rencontrons. Et en même temps, comme elle l'a dit, je suis d'accord, hein, des fois ça distrait. Hein. Ça peut être fun. Hein. Bah oui, pourquoi ne pas se faire du bien, ce serait idiot. Il n'y a pas de raison de ne pas se ressourcer. Alors, j'ai même pas dit de ne pas y croire, de ne pas se ressourcer, parce que là, on n'est même pas dans ne pas y croire, c'est au moins de se donner des bons plans à vivre. C'est quand même mieux que... On est d'accord. Voilà. D'autres... Est-ce que vous avez des... Bon, moi, j'ai donné mes idées sur comment surmonter un deuil plus rapidement. Est-ce que vous avez vos propres idées sur la question? Est-ce que vous avez des... Est-ce que l'amour peut revenir? Ah oui, j'avais un truc aussi, j'ai oublié. Sur le pardon, une piste encore. Moi, j'oublie après. Souvent, quand vous n'arrivez pas à faire un deuil, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous avez des reproches, hein, vous avez du ressentiment, d'accord? Et en fait, souvent, vous ne tournez pas la page parce que vous ne pouvez pas... C'est inacceptable ce qu'il vous a fait vivre ou ce qu'elle vous a fait vivre, d'accord? C'est pas normal. On a souvent ce truc-là. Donc, il y a un travail à faire sur les pardons sans l'autre. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, parce que s'il n'est plus là, il n'est plus là. D'accord ? Donc, c'est un exercice que je vous propose. Vous mettez 2 chaises l'une en face de l'autre. Parce que souvent, on dit comme ça, et notamment j'avais fait un séminaire sur la mort, on dit si vous partez avec vos fardeaux, c'est-à-dire avec des personnes avec qui vous n'avez pas pu pardonner quelque chose et que vous partez avec vos fardeaux dans la mort, vous partez avec, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est mieux d'alléger les fardeaux, d'accord ? Et donc ces histoires de pardon sur des deuils très douloureux avec des personnes qui ont beaucoup compté sur vous, ça peut être pas mal comme rituel, enfin comme protocole pour vous alléger. Et vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour l'autre, hein. Donc là, vous mettez 2 chaises. La question, c'est ça. Dis-moi à qui tu reproches encore quelque chose que tu aurais besoin de pardonner. Merci. Donc, je ne sais pas, bon, tu mets une chaise, hein, dis-moi encore quelque chose. Tu vas le faire maintenant. Donc, par exemple, tu vas te mettre à la place de... Moi, je suis une fille, hein, je me mets à la place de... J'étais avec Jacques, par exemple, hein, je me mets dans la chaise de Jacques.
Et puis je dis, bah voilà, parle-lui directement comme s'il était présent devant toi, et dis-lui ce que tu as sur le cœur qui te pèse. Donc moi je vais m'adresser à Jacques, que je mets en face, et je vais lui dire, ouais, c'est dégueulasse, quand j'étais vraiment malade, t'es parti avec une autre nana, tu m'as complètement zappé, je digère pas du tout, voilà, bon bref, hop, je raconte mon truc. Hop, je me mets sur le coussin en face, d'accord? Je me mets à la place de Jacques. Et permets-toi de sentir ce que cela fait à Jacques, de t'entendre. Donc tu te mets ça alors, ça fait comment d'entendre ça? D'accord? Et donc tu te mets dans la peau de l'autre, de celui qui n'est plus là. Et tu réponds. C'est un truc en tête à tête avec soi, vous avez compris. Voilà. Et donc Jacques répond, bah ouais, ouais, j'avais pas réalisé. Alors soit il dit un truc genre j'ai rien compris, mais non, de toute façon c'était comme ça, c'était bien, j'en pouvais plus de te soutenir, il fallait que je m'aère avec Jacqueline. Soit il dit, moi, je me rendais pas compte à quel point t'étais mal et je regrette. Voilà, bon. D'accord? Dans le meilleur des cas, il regrette. Il s'excuse, il regrette. Et donc, est-ce que tu peux maintenant lâcher ce reproche ou pardonner? Voilà. Et là, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de lâcher, en fait, de pouvoir comprendre, en se mettant à la place de l'autre, que si l'autre, il ne pouvait pas faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne pouvait pas faire mieux à ce moment-là que de voir les choses comme ça ou de vivre les choses comme ça. Donc c'est un travail d'empathie, en fait. Au lieu de dire « Ah, c'est inexcusable, jamais j'aurais pu penser une telle trahison, franchement, c'est un salaud, moi, j'aurais jamais même pas fait ça avec mon chien, ni mon chat, ni mon meilleur ami, c'est dégueulasse, ta. Bon, ok. Donc, au lieu de terminer votre vie avec ça, et puis d'être en mode méfiance sur tous les prochains qui vont venir, c'est moyen. Donc, de faire ce travail en se mettant à la place de l'autre et de voir qu'est-ce qui répond en fait. Est-ce qu'il est en capacité de mesurer la blessure qui vous a infligée ou pas? Et si c'est ou pas, sinon, de quoi tu as besoin pour pouvoir lâcher ou pardonner et exprime-le vers lui? Alors, par exemple, il ne peut pas. J'aurais besoin que tu reconnaisses combien ça m'a fait mal, que tu ne sois pas soutenant à mon égard en partant sur la copine d'à côté. Voilà. Exemple. Hein. Voilà. Mais il y a plein d'endroits où vous vous êtes senti vraiment... il y a des trucs d'injustice, de trahison, de trucs inconcevables qui ne sont pas passés et qui ne sont toujours pas passés. Et donc, vous ne pouvez pas faire un deuil à l'endroit de ces pardons non réglés. Voilà. Donc ça, c'est un rituel qui est très intéressant à faire. Vous pouvez aussi le faire sur le pardon à soi-même. Dis-moi ce que tu devrais encore te pardonner à toi-même. Voilà, parce que des fois, c'est à nous-mêmes qu'on n'arrive pas à se pardonner. Donc ça, c'est la même idée, mais à soi-même. Alors, c'est plus facile. Hein. Peux-tu le faire? Si oui, fais-le maintenant. Donne-toi ce pardon. Je me pardonne d'avoir passé tant de temps sans me respecter, je ne sais pas quoi, tati tata. J'aurais dû écouter mon intuition. Enfin, vous allez trouver des trucs. Hein. Voilà. Sinon, de quoi aurais-tu besoin pour pouvoir le faire? Imagine que tu l'as fait, après, quelle différence ça fait pour toi? Donc, on peut pardonner à un autre, on peut se pardonner à soi-même, ou on peut avoir encore besoin d'être pardonné à partir d'une chose qu'on a infligée, on a fait subir à quelqu'un qu'on n'aurait pas aimé faire. Il y a trois manières de gérer. Là, je vous ai donné plutôt se pardonner à soi et demander un pardon à quelqu'un pour une blessure infligée. Mais il y a aussi, voilà, j'ai besoin de m'excuser auprès de toi parce que je ne me suis pas rendu compte que patin couffin. Voilà. Il y a les trois manières. Et ça, c'est des processus intéressants, même si l'autre n'est pas là, parce que ça vous dégage quelque part du espèce de truc de c'est pas passé, et le prochain, je suis en mode défiance, faudra pas qu'il me fasse le même coup, nanana, je suis vigilant, bon, voilà. Et donc, ou alors vous êtes complètement desséché, plus jamais je ferai confiance, je n'ouvrirai plus jamais mon cœur, ils sont tous comme ça, ils sont toutes comme ça. Bon. C'est très malsain. Donc faites attention sur les deuils douloureux, avec quoi vous repartez. Parce que c'est pas terrible. Si vous repartez avec des trucs comme ça, c'est... Parce que les prochains, ils vont prendre. S'il y en a. Voilà. Ça va, ça? C'est intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est mieux de les poser maintenant que quand, en comité, à la fin, on me dira « Ah, mais j'ai pas posé ma question. » C'est bien. C'est trop tard. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou des témoignages sur les deuils douloureux, c'est maintenant. Il nous reste 5 minutes.
Ouais, alors je sais pas où Ah. Bah non, parce qu'on t'entend pas, en fait. Le problème, c'est que... Enfin, non, je suis le micro. Voilà. Oui, on va t'entendre, là. Non, ça marche, ça marche. Ben, ma question, c'était quand on recommence une nouvelle relation, Ouais. on ne peut la recommencer quand on a vraiment fait le deuil. Ah bah oui, parce que je l'ai dit au début, tu n'étais pas là. J'ai dit, il faut fermer un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre. Ouais, Sinon, tu es en mode, tu es là et tu es avec l'ex, il y a un fantôme, tu vois. Et on dit souvent, regardez dans votre lit quand vous faites l'amour à quelqu'un, il y a vous, lui, l'ex, les parents, il y a un monde fou. Il y a le fantasme de Brad Pitt, il y a je ne sais combien de personnes dans votre vie, on se retrouve... c'est curieux, mais voilà, on n'est jamais qu'à deux, quoi. Plus tous les fantasmes qui passent par là. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est qu'on peut ouvrir un chapitre que quand on a fermé un autre. Ce qui n'empêche pas de, même si c'est pas complètement fini le deuil, d'avoir des nouvelles relations. Why not, hein, et d'y croire, pourquoi pas. Le truc, c'est que il peut y avoir un deuil escamoté, et puis l'autre, il va vous hanter quand même, parce que si vous êtes passé direct de l'un à l'autre, ça va quand même, voilà, quand même des souvenirs frais de l'ex qui sont encore là. Et souvent, ça va un peu parasiter la nouvelle relation, qui fait que vous pensez à votre ex, l'autre sent que vous n'êtes pas, la nouvelle sent que vous êtes, ou le nouveau sent que vous n'êtes pas très disponible. Donc, il voit que vous êtes attaché à l'ex. Enfin, c'est des histoires compliquées souvent, ça. Bon. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'être prêt pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle relation, d'avoir fait un deuil que de passer comme ça, tu sais, de l'un à l'autre, comme ça. Il y a en réalité un temps, mais Oui, c'est il y a un différent temps. pour tout le monde. On l'a dit, normalement, c'est minimum 11 semaines, mais après, il y en a qui mettent plus de temps. Voilà. Et plus vous avez l'acquisition d'autonomie, enfin, l'autonomie affective, et plus c'est rapide en fait, parce que vous savez gérer votre célibat et vous êtes moins angoissé à l'idée de finir seul. Vous faites moins de films catastrophes sur votre solitude dans le futur. Oh là là, mon Dieu, vous arrêtez de vous faire peur, il n'y a pas de monstre. Voilà, mais c'est vrai qu'il y en a qui se font peur. Qui se font peur avec l'idée de finir seul. Hein. Donc, du coup, ils sont là. Non, mais c'est plutôt l'attachement, c'est pas bon, seul. On on est toujours seul, même dans un couple, quelque part, on est seul. Mais l'attachement, justement, ça se soigne avec le fait que c'était pas. Il y a aussi réalisé que c'était pas si bien que ça. Donc, c'est revenir sur les points. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment les points désidéaliser, hein, les points où c'était pas terrible, quoi. Voilà. Sinon, le bon, c'est le bon, mais il n'y avait pas que le bon. Voilà. Et le bon, vous allez le trouver avec d'autres choses. Ou avec, Et puis, à un moment donné, la frustration, ça existe. Donc, on ne peut pas tout avoir sur Terre. Donc, il y a des moments, c'est OK, vous aurez plus ce que vous avez touché. Vous aurez pu. Pour autant, est-ce qu'il faut vous prendre la tête avec ça pendant 107 ans? Non. Un jour, disparaîtra la glace à la vanille. Vous n'aurez plus de glace à la vanille. Voilà. Il n'y en aura plus jamais. Voilà, disparaît de la terre entière la glace à la vanille. Vous ne goûterez plus à la glace à la vanille. C'est fini, plus de glace à vanille. Voilà. Tant pis. C'est comme ça, vous gérez la frustration, il faut savoir gérer aussi à un moment. Plus des enfants, mais c'est important ce truc, et c'est vrai. Bon, il y aura de la pistache ou de la fraise, mais et alors? Et même s'il n'y a plus jamais de la vanille, il n'y aura plus jamais de la vanille. C'est pas la peine de vous dire, il n'y a plus de la vanille, il n'y a plus de la vanille, j'ai mis la vanille. Oui, il n'y a plus de vanille. Voilà. C'est disparu de la terre. On fait quoi? On s'adapte. On s'adapte, on fait autre chose. Ça, c'est l'engagement au manque. On arrête de croire au manque. Sinon, on se prend la tête avec ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis, à la prochaine. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Et à bientôt sur mes lignes.